Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Laurie Michel, bonjour et bienvenue sur le podcast 168 heures. Hey, là, c'est pas rien, t'es ma première invitée officielle qu'on dévoile au grand public aujourd'hui sur le podcast. Waouh, merci Émilie, je suis tellement contente d'être avec toi. En plus, là, quand t'as lancé ton podcast, vraiment, j'étais impatiente de t'entendre. Donc, merci beaucoup. Je suis très flattée d'être ta première invitée. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, ça me fait plaisir et j'avais super hâte qu'on commence qu'on ait cet entretien-là, cette entrevue-là aujourd'hui parce que tu as plein de choses, je trouve, à apporter à ma communauté. Je trouve qu'on a vraiment des missions très complémentaires avec nos entreprises respectives. Puis ton entreprise, tu vas avoir l'occasion d'en parler bientôt plus en détail à tout le monde. Mais ce que je veux dire aussi à tout le monde, c'est que nous sommes devenus rapidement des amis. Je pense qu'on a eu un beau coup de foudre amical, Laurie et moi, quand on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés virtuellement. Donc, on s'est vus juste une fois, pour l'instant, dans la vraie vie. Mais le reste du temps, on a connecté en ligne. Puis je trouve ça beau parce qu'on a vraiment bâti une amitié en ligne. On a même des fois des petits projets parallèles qui commencent à naître ensemble. Des projets, je dis parallèles, mais en fait, des projets conjoints. Puis, je trouve que c'est le fun de le mentionner comme ça parce qu'on va aussi parler de bien-être numérique, de déconnexion et tout ça. Donc, on va voir les côtés sombres et les côtés peut-être lumineux du numérique aujourd'hui. Et là, maintenant, je vais arrêter de laisser le suspense. Mais tu pourrais-tu, de ton côté, te présenter puis nous expliquer un petit peu plus concrètement ce que tu fais dans la vie parce que c'est quand même très niché, c'est très pointu ce que tu fais. Et aussi, peut-être, qu'est-ce qui t'a amené à finalement créer ta propre profession qui est axée sur le bien-être numérique? Oui, je vais peut-être commencer par ça, la raison, puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Moi, je suis une ancienne accro à mon téléphone cellulaire, hein. L'hyper connectée, ambitieuse, bref, vous pouvez me mettre plein d'étiquettes sur le dos. À une époque de ma vie, j'étais vraiment, j'avais une consommation numérique qui était vraiment très problématique, mais je me trouvais des excuses. Je comprenais pas vraiment quelle était la problématique autour de ça et je suis passée proche d'un burn-out. Donc ça a été un petit peu mon éveil. C'est mes parents, à ce moment-là, qui ont vraiment commencé à voir que j'avais beaucoup de fatigue, que j'étais irritable quand, quand j'étais avec eux ou j'étais pas avec eux du tout. J'étais Mhm. là présentement, je veux dire physiquement, là, mais pas vraiment avec eux. À cette époque-là, j'avais pas vraiment de limite, que ce soit, je consommais mes courriels professionnels le soir, la fin de semaine. Je consommais beaucoup aussi tout ce qui était réseaux sociaux. Et ça a été mon éveil sur la place de la technologie dans nos vies, en fait. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ma consommation à moi, je commençais à observer qu'est-ce qui se passait autour de moi, donc que ce soit dans la voiture, hein, les gens qui textent en voiture, que ce soit Ouais. dans la rue, une personne qui vous fonce dedans parce qu'elle est sur son téléphone, que ce soit dans les supermarchés où on attend en regardant à nouveau son téléphone. Puis ça commençait vraiment à me perturber, en fait, cette déconnexion qu'on avait des autres, de notre environnement, tout ça. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, en fait, j'ai créé Vivalan. Donc, Vivalan, on est spécialisé dans le bien-être numérique, l'aide à la déconnexion numérique. Et notre mission principale, c'est vraiment d'aider tout le monde à mettre en place de saines habitudes autour de la technologie. Alors, je le mentionne souvent, je ne diabolise pas la technologie, puis elle est fantastique, puis je l'aime, puis aujourd'hui, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai rencontré Émilie, qu'on peut faire plein de fantastiques projets. Mais quand elle est mal utilisée, eh bien, c'est là où ça peut devenir problématique pour notre santé, pour notre vie, pour notre travail. Donc, c'est vraiment dans cette
on va dire, idée-là que Vivala est né et amène, on va dire, son lot d'aide, que ce soit en entreprise ou aussi pour tout le monde. C'est vraiment, on a des produits qui sont corporatifs et d'autres qui sont tout publics pour pouvoir aller donc dans cette mission-là. Magnifique! Je trouve que c'est tellement extraordinaire et très peu courant, ce type de profession-là. Fait que je trouve que tu as vraiment une entreprise qui se démarque et comme je veux dire, là, tu nous as dit un peu pourquoi tu as créé ça, mais c'est quoi ton parcours avant ça? Qu'est-ce que tu as fait professionnellement avant? Mhm. Et d'où tu viens? Parce que tu as quand même un très bel accent, on va pas se le cacher. Alors oui, je suis française, hein. J'ai grandi à côté de Toulouse, hein, donc dans le sud-ouest. Et moi, j'ai commencé ma carrière en fait professionnelle dans le milieu des chevaux. Donc aucun rapport avec la technologie. Je suis une passionnée, on va dire, d'animaux en général, mais j'ai vraiment développé une passion pour les chevaux très jeune, dès 8-10 ans, et pour la compétition aussi. Donc à 15 ans, j'étais en équipe de France. À 19 ans, j'étais parmi les jeunes athlètes sponsorisés par ma région. Je faisais des compétitions à haut niveau. Et je me suis réorientée à un moment. J'ai gardé ça comme loisir et je me suis formée à tout ce qui était normes ISO 9000 et 9001. Alors vraiment aucun rapport, hein, tout ce qui est management de la qualité, tout ce qui est amélioration continue dans une structure donc d'entreprise. J'étais responsable qualité pendant 6 ans dans une firme de certification en France. Donc, tout ce qui est marque NF, si parmi vous qui nous écoutent, il y en a qui connaissent. Donc, on travaillait avec des grosses organisations. J'ai mené un gros projet, en fait, juste avant de quitter parce que j'avais un petit peu envie de voir autre chose. J'avais un petit peu besoin, je pense, de sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose qui me peut-être caractérise un petit peu par rapport à mon passé de sportive, hein. J'ai toujours besoin un petit peu de me challenger. Et donc, j'ai fait mes bagages, j'ai pris mon chat, puis un billet aller simple vers Montréal. J'ai débarqué au Québec en 2014 et là, je me suis réorientée en fait vers tout ce qui était marketing numérique. À ce moment-là, hein, les réseaux sociaux avaient pris une autre ampleur. J'ai toujours beaucoup aimé les communications. J'en faisais aussi en France. Donc, je me suis spécialisée. Je suis pas mal autodidacte. J'ai aussi travaillé dans un parc qui faisait plus tourisme équestre. Donc, il y avait aussi une part de développement des affaires. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an, avant de, encore une fois, prendre un billet d'avion et partir quelques mois plus tard en Californie pour améliorer Mmh. mon anglais. Donc, vraiment, essayer de m'enrichir, on va dire, en termes de formation, toujours dans la recherche d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est là-bas un petit peu que je pense j'ai commencé à avoir des crises autour de mon téléphone. Téléphone donc intelligent. Parce qu'avant ça, en France, j'étais plutôt, comment dire? J'avais la technologie dans ma vie, mais j'étais un petit peu moins attachée. OK. Donc c'est vraiment en Californie où là, j'ai commencé à avoir des crises, mais à l'époque, bref, je les considérais pas comme telles. Donc je suis rentrée à Montréal ensuite, j'ai travaillé dans tout ce qui était notoriété de marque, donc gestion des réseaux sociaux, développement de la notoriété. Puis là, ça a un petit peu accentué, mon on va dire Mmh. mon rapport avec tout ce qui était plateforme en ligne. OK, puis quand tu dis que tu faisais que comme que tu avais des crises, ça se résultait comment ça? On va dire, j'ai perdu, pendant une soirée mon téléphone. En fait, ma petite pochette de soirée a été emportée et je me suis retrouvée, en fait, 48 heures sans mon téléphone et ça a été une descente aux enfers pour moi, Oh! parce que, dans un premier temps, j'étais expatriée, hein, donc française en Californie. Il y avait quand même un petit peu le barrage de la langue, bien que j'avais quand même des personnes autour de moi de confiance. Mais c'était vraiment stressant parce que, à cette époque-là, je pensais que mon téléphone était vraiment, hem, on va dire, ma connexion avec ma famille en France, ma connexion avec mes amis, et de me retrouver sans lui du jour au lendemain, j'avais vraiment l'impression d'être complètement seule au monde. Donc ça a été Mmh. vraiment extrêmement stressant. J'ai fait, crise d'anxiété, vraiment, puis toutes les petites questions, de FOMO là, syndrome de la peur de manquer quelque chose là, c'était vraiment très, très intense. Mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte parce que dans ma tête, c'était normal. Je vivais pas dans mon pays, je
c'était normal que je doive être accrochée en permanence à mon téléphone parce que c'était une façon de savoir s'il se passait quelque chose de grave en France, c'était une façon de communiquer avec mes proches. Donc je l'ai pas vécu comme tel. C'est après, en fait, que j'ai compris que j'avais vécu vraiment, ma première crise de nomophobie. Ah! Intéressant et nomophobie d'ailleurs que je veux qu'on prenne le temps d'aborder Oui. dans quelques instants parce que c'est un mot que je ne connaissais pas avant de te connaître et je suis certaine qu'il y en a plein qui nous écoutent qui ont aucune idée c'est quoi la nomophobie et peut-être qu'ils en souffrent en fait présentement. Mmh. Donc, je garde ce mot-là en suspens pendant quelques instants. J'ai quelques autres petites questions que j'ai pour toi, Laurie, avant qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Puis, depuis le début, je veux dire, on se connaît depuis un certain temps. Il y en a pour qui ça va être nouveau, mais j'aime ton approche avec le numérique parce que malgré le fait que tu parles de bien-être numérique et que tu veux nous conscientiser par rapport à l'utilisation qu'on fait des écrans, tu ne diabolises pas le cellulaire et je me suis un peu approprié ton expression. Des fois, je dis le mot, je ne veux pas diaboliser le cellulaire ou les écrans ou la technologie, puis je rapporte toujours ça à toi parce que je trouve que ça fait vraiment partie de ta philosophie, de la manière dont tu enseignes. Mais comme tu ne diabolises pas le cellulaire, je sais que tu en fais usage de ton côté aussi, Mmh. que ce soit au plan personnel ou professionnel. Dis-moi, Laurie, c'est quoi, toi, ton application préférée? Si tu en as une et pourquoi? Je te dirais que c'est pas mal Instagram. J'ai Mhm. beaucoup, je sais pas, j'ai créé une, vraiment un rapport, particulier avec cette application-là parce que, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique et Ah, c'est vraiment une application qui m'a plu dès le départ pour l'aspect, tout le style qu'on peut mettre sur un ouais. compte et on rentre vraiment dans un univers. Quand on est sur un compte sur Instagram, on est dans un univers et je trouve aussi aujourd'hui avec, on va dire, ma casquette chez Vivala, que c'est, une plateforme qui peut nous permettre de bien limiter notre temps en ligne et l'environnement numérique qu'on va avoir. Donc j'aime beaucoup, Instagram. Ah, j'aime Ouais. ça. Puis j'aime ça que ce soit ton application favorite parce que là, avec le sujet qu'on va avoir aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont se dire, ben, je dois me départir d'Instagram peut-être parce que j'en fais une mauvaise utilisation. Puis on entend beaucoup de choses sur les médias sociaux et les médias sociaux, je pense qu'il y a le côté normal et le côté givré au sens où ça peut être des applications extraordinaires, mais ça peut aussi être des petites bêtes noires, là. Fait que c'est le fun de savoir que si toi, en tant que, justement, en ayant ton chapeau de bien-être numérique, que ce soit ton application favorite et celle que tu préfères utiliser pour toutes les raisons que tu viens de dire, mais je trouve que c'est déjà rassurant de commencer en sachant ça parce que il y en a qui vont juste penser que les médias sociaux, que c'est pas bon. Puis il y en a qui vont être sur les médias sociaux, ils vont vouloir s'en sortir parce qu'ils savent que ça peut peut-être nuire à leur style de vie, mais ils savent pas trop comment. Mais je pense qu'il y a aussi façon, des fois, d'adapter notre utilisation des médias sociaux. Et si c'est ton application favorite aujourd'hui, j'imagine que tu l'as justement ajusté pour que ce soit du bien-être numérique pour toi lorsque tu l'utilises et que ce soit pas dans la comparaison ou bien dans la performance, par exemple. Oui. Toi, là, qui es l'experte là, dans ce domaine-là, combien de temps, puis là, je pose la question, puis on dirait que je veux pas nécessairement le savoir, puis en même temps, je veux dire, je lis plein de livres, puis je suis tombée à travers des statistiques au courant des dernières années puis des derniers mois, mais combien de temps, Laurie, est-ce qu'on perd réellement dans une journée sur nos téléphones et nos écrans? Et ça, c'est comme la première question qui en découle une deuxième un peu. Puis, y a-t-il un outil qui nous vole plus de temps qu'un autre? Parce que lorsqu'on parle d'écran et ou de numérique, on fait allusion à l'ordinateur, au cellulaire, à la télé, à nos tablettes, il y a tout ça. Fait que combien de temps est-ce qu'on perd dans une journée sur nos téléphones et nos écrans? Puis, y en a-tu un qui nous vole plus de temps que les autres? Alors, en effet, le téléphone, c'est celui qu'on Hmm. utilise le plus, hein. Pourquoi? Parce qu'on l'a facilement dans les mains, il est tout petit, on le prend partout. Puis si je te pose la question: «Qu'est-ce que tu as dessus?» tu vas peut-être me dire: «Pas mal tout», hein. Il est l'appareil Hmm. photo, il est nos courriels, il est nos, communications amis, professionnelles, donc c'est l'outil qu'on a, le plus, entre les mains. Puis on passe en moyenne 4h10. Un adulte va passer en moyenne 4h10 par jour sur son téléphone, cellulaire. En général, des dernières études qui sont ressorties, on passe 7 heures dans une journée sur internet. Je vous laisse assimiler, j'y vais doucement parce que c'est des fois un petit peu, waouh, 7 heures par jour, sur internet, c'est 42 de notre temps éveillé. C'est énorme.
Hey, mais c'est ça parce que pendant que tu disais les statistiques, Je suis j'avais ma contente. calculatrice, j'essayais de pas faire de bruit, là, mais j'avais ma calculatrice, puis là, je faisais, mettons, 4 heures, tu sais, tu as dit 4h10 en moyenne par jour avec notre téléphone. Pour une semaine, ça, c'est 28 heures, là. Ouais, Il y a des gens ouais. qui travaillent 28 heures dans une semaine, là, c'est énorme. Puis là, mettons, le 7 heures, si on arrondit, le 7 heures par jour sur Internet, donc ça, c'est tout écran confondu. Si Mmh. on fait je multiplie ça par 7, c'est 49 heures par semaine. Donc, c'est énorme quand on pense qu'on a juste 168 heures dans une semaine et que 49. Puis là, je veux dire, Mmh. j'entends déjà des gens me dire, oui, mais moi, je travaille sur Internet. Et comme, oui, Mmh. moi, la première, je veux dire, nous, on enregistre ça via Internet. Je travaille grâce à Internet. C'est vraiment un outil de travail. Donc, je comprends qu'il y a toujours cette portion-là. Mais quand même, c'est énorme. Puis là, j'étais un peu coupée avec ma calculatrice et mes calculs, Non, mais non, je trouvais ça super je sais pas si tu avais d'autres statistiques intéressantes à nous partager ou si ça se terminait ainsi, mais je trouve que des chiffres, ça parle énormément. mais je peux, on va dire, pousser avec, Vas-y, avec le vas-y, nombre d'heures autour du téléphone. C'est-à-dire que c'est une moyenne, hein. Donc, il ouais. y a, on va dire, certaines, sections d'âge qui vont consommer plus ou moins. Donc, si on regarde, par exemple, les 18-24 ans, ça peut aller jusqu'à 7h30, par jour sur le téléphone. Donc, c'est une variable aussi, on pourrait inviter, les personnes qui nous écoutent en ce moment à peut-être aller voir sur leur téléphone, si c'est pas déjà fait dans les paramètres du téléphone, on a la possibilité, dans la section temps d'écran, d'aller voir combien d'heures on passe, dans une journée. Il y a des rapports hebdomadaires qui peuvent être aussi envoyés par le téléphone. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le coupent parce qu'ils ne veulent plus regarder tellement ça les effraie, mais c'est quand même intéressant de voir par rapport aussi à sa, on va dire, peut-être son énergie de la semaine, comment on se sent, Oui. si on a eu, pas mal de retours positifs, si on a plus des pensées négatives, est-ce que c'est lié à une semaine où on a plus consommé les écrans, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Parce que le temps d'écran est un petit peu, je trouve c'est complexe aujourd'hui parce que comme tu le disais, on utilise beaucoup la technologie, que ce soit dans la sphère du travail, mais aussi personnelle, parce que il devient un outil de communication, mais aussi un outil de loisir. Donc ce qui est quand même important, c'est de voir dans l'ensemble quelles sont toutes les habitudes de vie qu'on va avoir autour des écrans. Est-ce que l'écran nous empêche de faire de l'activité physique? Est-ce que l'écran, peut-être, vient, faire, enfin, vient arrêter un instant en famille ou le perturber. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir avec son temps d'écran, dans le fond. C'est vraiment sur cette section-là qu'il faut se questionner. Après, c'est sûr qu'on a aussi des, on va dire, on va ressentir des choses physiquement. Donc là aussi, il faut continuer à s'observer autour de, hey, est-ce que c'est parce que cette semaine, je ne sais pas, mardi soir, j'ai passé 4 heures sur mon téléphone après avoir mangé, ou j'ai mangé en consultant mon téléphone, puis j'ai un petit peu perdu le fil. Donc, il y a toute cette réflexion aussi autour du temps d'écran qu'il est important de mettre aussi dans sa tête, hein. C'est pas juste le temps d'écran, c'est aussi comme un ensemble de choses dans sa vie. Oui, oui, puis ça fait tellement de sens. Puis le fameux petit rappel qu'on reçoit justement à chaque semaine, moi je l'ai et je le laisse volontairement. Comme si vous ne l'avez pas, allez l'activer. Puis je pense que pour ceux qui l'ont désactivé parce que ça leur fait un peu peur, j'ai envie de vous inviter à le remettre parce qu'il y a quand même une petite analyse que vous pouvez faire là. Puis moi, je pense que cette notification-là du rapport hebdomadaire de l'utilisation de notre cellulaire, il ne faut pas le voir comme quelque chose pour se taper sur la tête, mais vraiment Mhm. comme une prise de conscience parce que moi, de mon côté, à un moment donné, je me rappelle que cette semaine, je pense que ça l'avait, pas la semaine qui vient de passer, mais une semaine par le passé, j'avais vu que mon augmentation d'utilisation d'écran avait comme augmenté de entre 25 à 35 Puis j'étais là, mais Mm. mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais finalement, je m'étais connectée davantage à mes livres audio, ce qui fait que j'avais Mm. au moins lu un livre cette semaine-là. Fait que je me disais, OK, oui, j'ai augmenté, mais en même temps, je suis vraiment satisfaite parce que j'ai fait une saine pas une saine alimentation, mais une saine utilisation de mon téléphone. Donc, je pense que Mhm. après ça, avec les rapports, il est possible de savoir combien d'heures là-dedans qu'on a passé, par exemple, sur Instagram, sur les médias sociaux, Mhm. dans nos courriels ou comme sur YouTube, si c'est justement pour faire du sport Mhm. ou sur Audible, si on est en train d'écouter des livres audio ou des choses comme ça. Donc, on peut faire la part des choses également, mais je trouve que c'est super intéressant, mais de l'utiliser vraiment comme une prise de conscience. Oui, tout à fait.
Et toi, Laurie, dans le fond, je veux dire, on se doute qu'il y a plein, plein, plein de bienfaits de diminuer, en fait, notre utilisation des écrans. Mais toi, là, à ton avis d'experte, là, c'est quoi les principaux bienfaits de passer moins de temps sur les écrans? Santé, mentale et physique. Après, ça va dépendre un petit peu de la consommation qu'on va faire, comme on le mentionnait, mais il y a des études qui sont ressorties, notamment autour des réseaux sociaux, sur des impacts, sur notre santé mentale. Le personnel de la santé a mis en évidence sur certaines, données que, au-delà de 30 minutes par jour, attention, asseyez-vous, ça peut, venir impacter, notre santé mentale. De consommer par exemple des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc c'est quand même important de le garder en tête. Encore une fois, faut réfléchir à sa consommation personnelle. Si on passe plus de temps parce qu'il y a une section qui est peut-être consacrée pour le travail ou en fonction de qu'est-ce qu'on va consommer en ligne, ça peut aussi nous amener beaucoup de positifs. Donc, c'est toujours à analyser des 2 côtés, je pense, ce genre Ouais. d'études. Ensuite, il y a la santé physique, hein. Ça a des impacts notre façon de se positionner. Des fois, quand on consomme les écrans, hein, on attrape le téléphone, on se met sur le canapé, on pense qu'on va juste, ouvrir pour, 5 petites secondes, voir le message ou la notification qui est affichée, puis ça fait 20 minutes qu'on scrolle, puis on a mal aux poignets, on a des petites fourmis dans les doigts, on a la nuque qui commence à nous faire mal. Donc, c'est aussi des symptômes qu'on peut avoir d'une mauvaise utilisation et tout ce qui est relationnel. On ne se rend pas compte, mais on a beaucoup aujourd'hui de comportements automatiques autour des écrans, même quand on est en présence de proches, en présence de famille, en présence d'enfants. Et Mmh. ça va impacter notre relation avec eux. Ça va envoyer aussi un message, hein, aux plus jeunes d'une certaine façon de consommer qui serait comme la norme ou qu'on pourrait répéter, puis qui va peut-être aussi, eux, les impacter plus tard. Donc ça joue là-dessus aussi. Puis productivité au travail. On n'y pense pas toujours, on pense peut-être plus souvent à tout ce qui est santé mentale, physique, qu'à celle-ci. Mais aujourd'hui, on stimule énormément notre cerveau. Beaucoup, beaucoup. Même quand on prend des pauses entre, entre nos tâches, on va attraper le téléphone pour regarder qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook ou TikTok. Et ça Exact. vient aussi bien perturber notre productivité parce qu'on n'a pas de temps où on va vraiment mettre notre cerveau à l'arrêt pour le laisser un petit peu traiter les informations qui viennent de passer dans la matinée, par exemple. Et ça agit également sur notre productivité. Il y a tout l'aspect aussi problème de déconnexion. On parle de un Canadien sur 3 qui se connecte à ses courriels pendant ses vacances, par exemple. Donc là aussi, on n'a plus de temps de repos comme on devrait avoir. Donc ça aussi, ça peut venir vraiment eh bien, impacter notre productivité, notre motivation, notre enthousiasme hein, à être au travail, à avoir des nouvelles idées. Donc c'est aussi un autre point qui peut être impacté par cette gestion des écrans. C'est comme si avant les périodes, je vais le mettre en gros guillemets, là, mais c'est comme si avant les périodes d'ennui qu'on avait, tu sais, comme quand on attendait dans une file pour payer dans un magasin, quand on était en attente de quelque chose, tu sais, chez le dentiste, dans la salle d'attente, peu importe où on se trouvait, on vivait plusieurs périodes d'attente, des périodes d'ennui, si je peux dire comme ça. C'est comme si on n'en a plus de ces périodes d'ennui-là, alors qu'elles sont tellement importante parce que là, je dis ennui puis parce que c'est le seul mot qui me vient en tête, mais c'est pas vraiment ça que je veux utiliser Mais parce que moi, c'est comme péjoratif, mais non, c'est je l'aime ce mot nécessaire. ennui. Oui, Mmh. je l'aime ce mot ennui. Puis j'en parle d'ailleurs pendant mes formations ou conférences. On a perdu cette capacité, je trouve, à juste rien faire. À Ouais. juste rien faire, on attend, oui, on est au supermarché, on attend, puis peut-être qu'on va sourire à la personne à côté parce qu'on n'a pas Oui. les yeux rivés à l'écran, puis on va peut-être partager même une futilité sur la météo, mais ça va nous faire du bien. On va échanger avec une personne qu'on ne connaît pas, il va y avoir un sourire, on va peut-être rire sur quelque chose, et ça, on le perd un petit peu. Donc, j'aime ce mot s'ennuyer, et je pense on devrait le revoir. On Mais tu devrait raison. arrêter, tu sais, de penser qu'il est négatif parce qu'on en a besoin. On n'est pas des machines, on ne peut pas fonctionner comme la technologie sans cesse. Donc, on a besoin de ce moment où on ralentit, on s'ennuie, puis on se laisse un petit peu porter par qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans notre tête aussi. Ça nous permet d'évacuer certaines choses aussi. Donc, ennuyez-vous.
Oui, mais non, mais c'est vrai, Essayez. t'as raison, j'aime vraiment ton approche. Il faut revoir le mot ennui, puis l'ennui, puis rien faire, ça marche un peu la main dans la main ensemble. Puis tu sais, ne rien faire, comme je l'ai dit des fois souvent, c'est des fois la chose la plus productive à faire. Puis Mmh. tu sais, c'est toujours quand on fait rien qu'on a les meilleures idées. C'est toujours quand on fait rien Ouais, qu'on réalise des choses, qu'on prend conscience de des choses. Si on occupe continuellement notre esprit, même si c'est futile parce qu'on va scroller sur Facebook, on est quand même en train de faire quelque chose, tu sais. Donc, ouais, c'est comme si on donne pas l'occasion à notre cerveau de se régénérer, de s'accorder du temps pour s'ennuyer. Exactement. oui. Oui, puis, c'est un bon point que tu amènes avec le fameux scroll des réseaux sociaux parce que parfois on a l'impression que, ah beh, c'est juste des chats qui se courent après. Tu sais, ça va pas vraiment me stimuler d'une certaine façon, mais en fait si, notre cerveau il continue à être stimulé, puis on continue à prendre l'énergie à notre corps parce qu'il y a une concentration qui se fait. On peut avoir la fatigue oculaire si on travaille toute la journée sur un écran puis que notre pause se passe aussi sur un écran, donc Mhm. c'est des petits gestes qu'on pense parfois, anodins, qui vont pas véritablement nous impacter, mais en fait, ils sont super importants dans une journée, puis pour notre, énergie et motivation et cetera. Puis j'ai envie de bondir là-dessus et qu'on parle un peu de la nomophobie. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu ce mot-là, dis-nous, c'est quoi la nomophobie? Alors la nomophobie, ça vient, en fait, d'une expression anglaise, no mobile phobia. C'est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. C'est ce que tu as vécu C'est en ce que j Californie pendant 48 heures. Tout à fait, tout à fait. Je me suis retrouvée sans lui, donc séparée physiquement de On lui. dirait que tu parles d'un homme. On dirait que tu parles de ton ex, mettons, là, tu sais. Non, non, c'est juste mon téléphone, mais c'est quelque chose de s'en séparer physiquement parce que, c'est devenu, notre aide pour tout. On veut aller quelque part, c'est notre GPS, on doit écrire à quelqu'un ou téléphoner, c'est encore lui, on prend une photo, c'est lui, on veut une information, ben c'est lui. Donc c'est vraiment devenu un enjeu aujourd'hui. Puis on parle de comme 99 des utilisateurs de téléphones intelligents qui ont des symptômes de nomophobie. Parce que parfois on Hey! se dit: «Hey non, moi ça va, moi ça va, moi ça va». Oui, mais quand on commence à poser certaines questions, là, ah oui, ça peut-être j'ai un petit peu plus de difficultés. Oui, en effet, on devient plus conscient qu'en effet, c'est complexe de s'en séparer aujourd'hui. Parce que cette statistique-là, on en avait parlé à un moment donné, je pense, dans un live Instagram qu'on Mmh avait mh. fait. Puis comme moi, de mon côté, ma perception que j'ai de moi-même, puis toi, ta perception de moi est peut-être bien différente, mais moi, j'ai l'impression que je contrôle mon Mmh. cellulaire et non l'inverse. Et ce qui fait que moi, dans ma tête, tu sais, je ne souffrais absolument pas de nomophobie, mais Mmh. lorsque tu as dit que 99 des gens, des utilisateurs, avaient des symptômes, je me suis dit, mais c'est certain que je rentre là-dedans. Là. Je veux dire, j'ai bien beau avoir une bonne utilisation de mon cellulaire, je ne dois pas tomber dans le 1 là, je dois tomber dans le 99. Donc, à quoi peuvent ressembler certains des symptômes, par exemple, pour que les gens qui nous écoutent peuvent peut-être, malheureusement, se reconnaître là-dedans? Beh, il y a la fameuse, difficulté à se séparer physiquement du téléphone. Donc, ça, c'est, j'allais dire, la plus simple à à remarquer. Donc, si on a la difficulté à le mettre dans une autre pièce ou qu'on n'arrive pas à s'en séparer sans qu'on le voit visuellement, ça peut être un des symptômes. Il y a aussi, ce stress qu'on a parfois quand la batterie arrive à en fin. Hein, quand on tu Ah! sais, la petite couleur de batterie là, elle passe du vert au jaune. Donc là, ça peut être aussi, comme un symptôme de stress à l'idée de se déconnecter, en fait, des autres. Parce que notre téléphone, aujourd'hui, il nous connecte à internet. On n'est pas véritablement accroché à son téléphone. Si on avait le téléphone d'il y a quelques années où on avait juste peut-être les contacts dessus, puis on envoyait un message texte, on aurait pu peut-être s'en séparer plus facilement, mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, le téléphone, dont cette connexion au monde, cette connexion à internet. Donc ça, c'est une autre des un autre des symptômes qu'on peut avoir. Après, on peut observer également de tout ce qui est anxiété, à l'idée de rater quelque chose. Ça en vient aussi tout ce qui est syndrome, FOMO qu'on appelle, Fear of Mmh. Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Hem On peut voir aussi des personnes qui ont de la difficulté à s'endormir, donc ça devient un petit peu comme un cercle en fait parce que, on le prend dans le lit, on consomme, donc
on va mal dormir derrière. Pourquoi? Parce que peut-être on a consommé quelque chose qui a été stressant, qui nous a mis en colère ou simplement la lumière bleue, du téléphone et ça, au bout d'un moment et bien, ça peut aussi, causer, problème de sommeil, mais aussi des soucis de fatigue. En fait, on va être Ouais, fatigué parce qu'on pense dormir, on dort bien dans le sens où on dort, on fait ses nuits, mais ouais. on c'est pas un sommeil réparateur, donc là aussi ça peut, impacter. Et la nomophobie, en fait, les gens qui sont touchés par ça, c'est les utilisateurs, dans le fond, du téléphone, c'est bien ça? Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour ceux et celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans les symptômes dont tu fais mention, ce serait quoi, à ton avis, les 3 meilleurs conseils qui pourraient aider ces gens-là à délaisser peut-être davantage leur écran dans le but, finalement, d'adopter des meilleures habitudes numériques? La première des questions que j'invite, souvent, les gens à se poser, c'est, la raison pour laquelle tu vas, faire cette réflexion un petit peu des écrans dans ta vie. C'est-à-dire, pourquoi? Pourquoi tu veux changer tes habitudes autour du numérique? Est-ce que c'est parce que, tu arrives pas à te concentrer au travail? Est-ce que c'est parce que, tu as donc, des fatigues chroniques? Est-ce que c'est parce que, tu sens vraiment que tu rates les instants avec, ta famille? Parce que souvent pour changer des habitudes, il faut avoir la volonté. On s'entend là, changer des habitudes autour des outils, c'est des outils numériques, ils ont mis en place, des habitudes chez nous, des gestes automatiques. Ils sont conçus pour nous faire consommer, hein. C'est leur modèle économique, donc il va vraiment falloir travailler sa volonté autour des gestes qu'on a intégrés, en fait, avec la technologie. Donc souvent, cette première réflexion, piste de réflexion-là qu'on va, s'imposer, autour de la place de la technologie dans sa vie, ça va nous permettre d'avoir la motivation, pour aller plus loin ensuite. Le 2e point, ce serait observer ses gestes. Donc, qu'est-ce que je fais? À quelle heure? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui a mené à ça? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de fuir une situation? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie et que je suis stressée à l'idée de me retrouver dans ma tête tout seul? Hem Et le 3e point, c'est, si c'est pas encore fait, les notifications. Ah oui, On hein. en reçoit plus de 100 par jour et je sais qu'il y a encore des personnes qui les gardent parce qu'elles ont peur de ci, de ça. Moi, j'encourage toujours à enlever tout ce qui est notifications qui ne proviennent pas d'humains. Donc, on va peut-être enlever tout ce qui est, les push notifications des applications, donc qui sont juste des mises à jour, qui sont juste, par exemple, des groupes aussi sur Facebook, des choses comme ça qui sont pas véritablement des informations pertinentes à recevoir immédiatement, on s'entend. Puis si on est un peu moins à l'aise avec le reste, on va garder tout ce qui est messages, appels, ça c'est correct, mais ça nous permet déjà de réduire le bruit parce qu'on est énormément sollicité. Plus vous allez avoir d'applications aussi sur le téléphone et plus vous allez recevoir d'informations, de notifications. Donc là aussi, c'est, j'allais dire une réflexion à avoir avec le réglage des notifications. Est-ce que cette application me sert? Si oui, quelle notification je veux recevoir d'elle? Donc ça aide aussi pas mal à réduire toute cette sursollicitation qu'on va recevoir avec le numérique. Ah, mais j'aime ça de commencer avec, d'enlever les notifications. Je veux dire, l'idéal, ça serait de les enlever au complet, sauf que pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise encore avec ça, j'aime l'idée de on commence avec on supprime les applications qui ne proviennent pas d'humains. Ça, j'aime Mmh. vraiment, vraiment ça. Puis, hey, 100 notifications par jour, c'est comme puis pour chaque notification, même si on fait juste la supprimer parce qu'on se rend compte justement que c'est non pertinent, il y a une prise de décision, là, qui est derrière ça. Puis chaque prise de décision nécessite du temps, nécessite de l'énergie. Tu sais, c'est tout du temps et de Mmh. l'énergie, en fait, qu'on pourrait gagner, là, donc tout Ouais. simplement en supprimant les notifications. Puis je pense que c'est important de le faire, oui, sur le téléphone, mais également, tu sais, à l'ordinateur, Mmh. au niveau, tant sur le plan sonore que visuel, là. Parce qu'il y en a Mmh. qui vont dire: «Ah, moi, ça me dérange pas mes notifications quand que j'ai un courriel qui pop ou quand que j'ai un message qui rentre». Mais comme c'est faux, là. C'est sûr que ça va nous hanter, là. Même si on va pas voir, on entend, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écrit: «Ah, c'est qui? C'est-tu, mon ami qui était supposé de me revenir pour le souper de ce soir? Est-ce que c'est la garderie pour mon Mmh. enfant?» Je sais pas. Donc, même si on ne va pas le voir, ça nous hante quand même. Oui, puis tu vois, il y a des données, hein, qui sont sorties sur ces fameuses, notifications, puis, c'était autour, principalement du clavardage, hein, qui est un outil qui est de plus en plus utilisé avec le télétravail. Puis, il mentionnait qu'à chaque fois que tu as une notification, même si tu n'as pas le son, tu as une perte de concentration immédiate, en fait. Absolument. Donc, ça a été démontré en effet, donc, notre attention va dessus, même si on ne le traite pas, on a décroché de qu'est-ce qu'on était en train de faire.
Donc ça va reprendre du temps de se replonger dans la bulle. Puis comme tu le disais, on va penser au nom qu'on a vu passer sur la notification ou à l'alerte, au message furtivement qui a apparu sur l'écran. Donc c'est très important de se protéger en fait parce que notre attention, elle est très fragile. Oui, Donc, puis comme tu le dis, c'est de se protéger exactement parce que mhm, comme tu disais, quand on sort de notre bulle, même si c'est juste pour quelques secondes, parce que c'est pas long de répondre à quelqu'un ou de juste mhm, regarder notre téléphone, le prendre dans notre main et de voir: «Ah OK, c'est juste telle personne, je vais y revenir plus tard». Sortir de notre bulle quand on est concentré, ça demande entre 12 et 25 minutes avant mhm. de retrouver le même niveau de concentration dans lequel on était là, c'est énorme là, puis comme des 12 minutes comme ça là, accumulées dans la journée là, ça fait des heures là, c'est comme des heures de perdu finalement là. Ouais, tout à fait. Puis avec, les risques que ça peut avoir, tu peux partir sur des débordements en fin de journée, donc ta conciliation famille-travail, tu es à cheval sur tes 2 sphères aussi là, donc ouais, faut vraiment faire attention à ça. Ah oui, tellement. Puis là, comme au moment où on enregistre l'épisode et au moment où il sera publié également, on est vraiment en train d'entamer la belle saison avec l'été qui est devant nous. Puis comme l'été, on veut connecter, on veut prendre tout en photo parce que souvent on part en road trip, on part en voyage, on est avec nos amis. Donc, il y a le côté de connexion qui est très présent l'été, mais notre cellulaire est toujours pas loin, il est toujours dans notre main. Donc, qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant à faire pour entretenir une saine relation avec son téléphone, à ton avis, pendant l'été? T'aurais-tu des petits outils, des petites prises de conscience peut-être à avoir par rapport à ça? J'inviterais, les personnes à, si c'est pas déjà fait, essayer les modes ne pas déranger et mode avion. C'est-à-dire que son téléphone se transforme en appareil photo, en appareil Ah! vidéo, mais on va pas être tenté, et bien, de se laisser happer par cette fameuse notification ou d'aller, voir dans les, réseaux sociaux parce que le mode avion ou le mode, ne pas déranger va vraiment agir comme on a fait nos devoirs un petit peu, on est déconnecté, on est en famille, c'est un rappel, qu'on est dans l'instant. Donc ça peut aider. Il y a une bonne organisation à avoir. Je suis certaine que tu peux les aider avec ça en amont des vacances parce que ça aussi, c'est un stress c'est une chose qui peut amener un gros stress pendant les vacances. Si on n'a pas vraiment bien préparé son départ, on va y penser pendant, sa sortie en famille. Donc ça, c'est important également, à, garder en tête. Puis j'inviterai les gens aussi à se questionner sur la raison pour laquelle ils font des photos. Parce que Oh! c'est aussi un autre point des réseaux sociaux. On est beaucoup dans le partage de notre vie entière. Tout ce qu'on fait, on doit presque le partager avec sa famille, ses amis. Il y a des études qui ont démontré que, la raison pour laquelle on va faire la photo va venir impacter, en fait, son sentiment de satisfaction. Donc, quand on fait des photos pour garder un souvenir pour soi-même, on va être beaucoup plus satisfait que si c'est juste faire une photo pour le partager sur ses réseaux sociaux. Donc, je pense que quand on est en période de vacances, qu'on est avec, ce beau soleil d'été, c'est vraiment important aussi de se nourrir de cette énergie-là. Donc, j'inviterais aussi à avoir cette réflexion-là. Pourquoi je prends cette photo? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour des likes? Est-ce que c'est pour garder un souvenir de cet instant-là? Puis ça va aussi, permettre aux gens de peut-être moins se faire, moins se mitrailler toutes leurs activités parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'a plus de limites. Moi, il y a pas longtemps, en vacances, j'ai rencontré un couple qui avait encore un petit appareil photo, vous savez, tu sais, un petit appareil photo où c'est que tu as tes photos qui sont limitées, donc il devait Oui! avoir comme une trentaine de photos. Et je me souviens que la jeune fille m'a demandé de prendre une photo d'eux. Et je peux vous dire que je me suis appliquée. Hein, parce que, je voulais pas la rater. La photo parce que je me serais sentie vraiment mal, même si je ne les connaissais pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'ils ont posé pour la photo, ils ont fait leur photo souvenir, puis après, ils sont repartis dans leur bulle, tous les deux. Wow! Donc, je pense que ce mode avion peut vous aider à recréer ça. Puis, on n'a pas besoin de prendre 5 photos du même angle. Des fois, on perd tellement de Ah temps avec oui. ça aussi, au lieu de juste prendre une photo souvenir. Puis, on a plus de souvenirs quand on est dans l'instant. On a de meilleurs souvenirs quand on reste dans l'instant. Donc, ce serait mes petites Ah, réflexions à j'a avoir autour de ça.
J'adore ça, puis j'aime beaucoup ce que tu disais justement de on transforme le cellulaire en appareil photo. Oui. Donc, on peut le garder, mais en le mettant en mode avion, c'est ça, ça va comme aller enlever tout le bruit finalement. Là. Bruit, pas juste au sens littéraire, là, mais tout ce qui, tout ce qui englobe ça. OK, Oui. j'aime vraiment ça. Et là, j'ai comme des petites questions quiz pour toi parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont conscients de leur surconsommation numérique. Je sens qu'ils sont conscients qu'ils gagneraient à diminuer leur consommation, mais certains, on va se le dire, on dirait je veux pas le dire, mais je vais le dire, ils se trouvent des excuses. Ils se trouvent des excuses. Mais ils sont pas tous conscients, par exemple, que ce sont des excuses. Fait que j'ai comme des petites questions pour toi. Premièrement, qu'est-ce que toi, tu dirais aux gens occupés, qui sont vraiment les gens de ma communauté, c'est des gens qui ont des horaires ultra chargés. Donc, tu dirais quoi aux gens occupés qui doivent rester connectés les soirs et les fins de semaine pour bien servir leurs clients? Donc, les gens qui sont soit salariés, soit à leur compte et qui se donnent comme excuse, on va dire, entre guillemets, là, et qui se donnent comme excuse que s'ils veulent donner un bon service, ils se doivent de rester connectés les soirs et les fins de semaine. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je dirais que je comprends parce que moi aussi, j'en ai eu une liste interminable d'excuses à une époque, que ce soit dans la sphère du travail, que ce soit dans la sphère personnelle. Hem, mais on vit, je pense, aujourd'hui dans un changement un petit peu, de culture de travail et je pense que c'est, des idées qu'on s'est mis en tête avec cette culture que moi j'appelle personnellement la culture du sans repos. Cette espèce de pensée que, le client va partir si on n'est pas, à répondre immédiatement à son message. Il s'est instauré comme, quelque chose d'un petit peu malsain autour de la disponibilité qu'on octroie aux autres avec les appareils numériques. Donc, il y a peut-être des exceptions par rapport au secteur d'activité, mais je dis, il y a toujours des solutions pour permettre à tout le monde de se reposer. Donc, je les inviterai à me contacter ou aller, écouter mon podcast. J'avais fait un long, on va dire, sujet là-dessus, sur la culture du sans repos. Je pense qu'on a vraiment besoin d'en parler. On a besoin d'en Oui, parler. Je le disais, on n'est pas des machines, on peut pas être constamment dans l'action. On a aussi besoin, pour prendre soin de ses clients, de prendre soin de soi. exactement. Puis ça, on va être là pour prendre soin des autres. Il faut d'abord prendre soin de nous. Puis Mmh. justement, l'épisode de la culture du sans-repos, je m'en rappelle très bien, c'est ton épisode 3 et je vais le mettre dans les notes du podcast. Puis allez l'écouter. Honnêtement, il est pas très long, ça se consomme super bien, comme tous tes épisodes d'ailleurs, Laurie. Mais Merci. honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup parlé, puis on est vraiment là-dedans, dans la culture du non-repos, et je suis certaine que tout le monde, sans exception, vont se reconnaître dans ce que tu dis, dans ce que tu dis à ce niveau-là. Puis, il y a ces gens-là, donc il y a ces gens-là qui se refusent un peu de déconnecter dans l'objectif d'être disponible, de bien servir les gens, de donner un bon service, mais il y a aussi d'autres personnes qui, eux, leur travail est ni plus ni moins sur les médias sociaux, par exemple. Mmh. Donc, je pense, je sais pas, là, aux influencers, il y a des personnalités inspirantes, il y a des créateurs de contenu qui sont vraiment présents, il y a des gens qui vont travailler plus, mettons, dans le marketing social, ils vont être beaucoup dans le lifestyle et tout. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens-là qui vont se justifier avec une excuse, encore là, je le manque guillemets, là, mais avec une excuse comme quoi Mmh. que, ah, mais moi, mon travail, c'est sur les médias sociaux. Je leur dirais que peut-être à une époque, Instagram, c'était l'instantané. Par exemple, si je prends, l'exemple de Ah, tellement, hein? cette Mmh. plateforme, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, plus rien n'est instantané. La plupart des choses sont programmées. Donc je pense que c'est une belle fausse excuse en effet pour rester connecté. Je pense qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de programmer, de faire des messages aussi automatiques quand on est en repos. Et je pense que c'est aussi, je ne veux pas dire, leur devoir, mais ils peuvent être une voix aussi, dans toute ce monde de plateformes en ligne pour dire, «Oui, on est là, oui, on est une marque, oui, on a une communauté, mais on a aussi besoin de se reposer». Donc on ne répond pas peut-être un dimanche parce que nos bureaux sont fermés du samedi au dimanche. Donc c'est aussi une façon d'éduquer tout le monde, à ce bien-être numérique en fait. Essayer de lancer la réflexion aussi à leur communauté, les aider dans on va dire dans cette relation saine qu'on doit tous avoir, qu'on devrait tous avoir autour de la technologie. Puis les gens qui font ça, je trouve ça profondément inspirant. Puis je pense que certaines Mmh personnes mh. vont un peu avoir le pied sur le frein avec ça. Peut-être que ça leur tente, mais ils n'oseront pas le faire par peur de, je sais pas, tu sais, perdre un peu d'interaction avec leur communauté, je sais pas trop. Mais
c'est tellement inspirant. Puis dans la dernière année, il y a quelques personnes que je suis, notamment au Québec, en fait. Il y a Mmh mh. certaines personnes qui ont soit quitté les médias sociaux, puis Mmh. pas parce qu'ils ont quitté leur business, là. Ils ont choisi consciemment de soit quitter les médias sociaux ou de s'absenter par certains moments. Donc, des fois, ils sont là, puis ils sont vraiment actifs. Des fois, ils sont tout simplement absents, ils répondent même pas à leurs messages. Et je trouve ça inspirant. Je trouve que c'est des entreprises, c'est des gens que ça continue de fonctionner quand même. Mmh Donc, mh. moi personnellement, ça m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça fait vraiment du sens ce que tu dis d'un peu donner l'exemple comme quoi que c'est possible. Mmh. Il y a des entreprises, qui ont complètement, quitté. Je pense que c'est la compagnie Blush à un moment là, qui avait fait beaucoup de sensibilisation autour de ça. Puis elle a, mis en pause complètement toutes ses campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et également ses plateformes. C'est peut-être un peu, intense, là c'est vraiment, je pense une décision vraiment de la direction de sensibiliser autour de ça. Mais, on peut en effet, je pense, développer, son entreprise, oui, avec les réseaux sociaux, mais aussi avec l'humain, des communautés en personne. Oui, Je pense qu'on en a un petit peu souffert avec la crise des dernières années, de pas se voir, de pas connecter en personne. Et je pense que c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Il y a plein de stratégies, en fait, pour, être visible sans être esclave des plateformes, en ligne. ah, j'aime ça, être visible sans être esclave. J'adore ça. Et une autre petite mise en contexte, qu'est-ce que tu dirais, Laurie, aux gens qui, eux, vont aller voir leur courriel, par exemple, le soir, le week-end ou très, très tôt le matin en se disant: «Je vais juste aller voir au cas où», tu sais, au cas où il y aurait quelque chose. Tu dis quoi à ça? Au cas où. Si le au cas où, c'est au cas où il y a une urgence, je répondrai: «Hi, le courriel n'est pas vraiment un bel outil pour les urgences». Mmh. Le Après téléphone c'est existe toujours avec la bonne vieille sonnerie, là. c'est ça. Après, c'est aussi des gestes parfois automatiques qu'on va avoir parce qu'on pense que ça a pas d'impact. Donc je les inviterai à réfléchir à l'impact que ça va avoir. Parce que ce courriel, par exemple, le soir qu'on va lire à 22 heures dans le lit avant d'aller se coucher, notre cerveau, il va se mettre automatiquement en mode travail. «Ah oui, il faut que je réponde à cette cliente. Ah oui, il faut que je fasse ça pour tel ou tel, collègue». Puis on rentre dans sa phase normalement de relaxation avec notre cerveau qui a été enclenché pour, travailler. Que ce soit les réseaux sociaux d'ailleurs aussi, si on va consommer les plateformes qu'il y a quelque chose, je sais pas, il y a beaucoup d'actions par exemple dans la vidéo ou que ce soit quelque chose qui nous mette en colère ou triste, on va commencer sa nuit comme ça, puis on va commencer en fait, j'ai envie de dire sa journée du lendemain comme ça parce que sa nuit va être un petit peu perturbée, puis on va se lever avec cette sensation d'avoir pas bien dormi, d'être encore un peu irrité de qu'est-ce qu'on a lu la veille. Donc, c'est toute cette réflexion-là à avoir. Quels sont les impacts que ça va avoir sur votre bien-être? Tellement, puis tu sais, tu m'en parlais, puis j'avais vraiment la scène, là, tu sais, les émotions qui nous Mhm, habitent, que ce soit via les médias sociaux ou via un courriel qu'on a reçu. mhm, C'est comme si on traîne ça avec nous. Puis ça m'a fait penser justement à ce que tu disais, quand je fais des conférences en entreprise, bon, pour plusieurs avec la pandémie et tout, le télétravail est rendu pratiquement quelque chose de normalisé dans toutes les entreprises, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'outils supplémentaires qui ont été implantés, comme mhm, Teams, Slack, peu importe les plateformes qui sont utilisées. Et je pense que si vous travaillez avec une équipe, et si vous n'êtes pas en position de gestion, peut-être juste vous référer à votre gestionnaire pour suggérer ce que je m'apprête à vous dire, mais c'est d'aller un peu conscientiser, en fait pas conscientiser, mais éduquer les gens à savoir quel canal est utilisé quand il y a des vraies urgences. C'est comme on le disait, là, s'il y a une urgence, au cas où il y a une urgence, tu disais mhm, le courriel n'est peut-être pas le bon outil, puis c'est peut-être le téléphone le meilleur outil. C'est de clarifier ça parce que justement, si tout le monde ne sait pas c'est quoi, en fait, le bon canal de communication lorsqu'il y a une urgence, c'est là qu'on va tomber un peu dans une spirale de toujours vouloir rester connecté, puis d'aller sur Slack, après ça aller sur Messenger, après ça aller sur telle plateforme pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Mais si c'est clair, par exemple, que c'est un appel téléphonique lorsqu'il y a une urgence nationale qui arrive, ben mhm, on n'a pas besoin d'aller se connecter pour rien pour voir, le téléphone va sonner. Ou si on sait que c'est par tel moyen de communication, ben on n'a pas à faire la spirale justement dans toutes les plateformes puis à essayer d'aller voir. Mais ça, il faut que ce soit clarifié parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que quand je fais des conférences en entreprise, parfois, il y en a qui disent: «Ah, mais moi, je pensais que les urgences, quand il y en avait, c'était sur Slack. mhm. Ah, ben moi, je pensais que ça rentrerait par courriel. Ah, ben moi, j'aurais pensé que ça aurait été par texto.» Et tout le monde avait un discours différent, ce qui fait que c'est très. Ben, c'est très confondant, là, tout ça, ce qui fait que Mhm. personne n'a la même information. Donc, c'est quand même important, je pense, si vous travaillez avec une équipe, de clarifier ça pour Mhm. s'assurer que s'il y a une urgence, qu'elle soit communiquée par le bon canal.
Et toi, Laurie, tu es française, donc française d'origine et peut-être québécoise de cœur, mais moi, mon utilisation et de ce que je connais, en fait, du numérique et du téléphone et des écrans, moi, c'est très nord-américanisé parce que je viens d'ici et Mmh. j'ai vécu uniquement ici. Est-ce que, à ton avis, il y a des habitudes numériques qui sont différentes entre la France et ou l'Europe là, et le Québec? As-tu eu un clash quelconque quand tu es arrivé au Québec de ton côté? Ou encore aujourd'hui, est-ce que tu vois des différences quand tu retournes dans ta famille versus quand tu es ici? Oui, il y a plusieurs différences. Je te dirais, il y a des différences à la fois dans la sphère professionnelle, à la fois dans la sphère personnelle. Dans la sphère OK. professionnelle, déjà, la France a légiféré sur le droit à la déconnexion en 2016. Donc toutes les entreprises de plus de 50 employés ont l'obligation de mettre en place une politique du droit à la déconnexion. C'est quoi la politique du droit à la déconnexion? C'est, l'obligation donc pour l'entreprise de, signaler les horaires au-delà desquels les employés ne sont plus obligés de lire, répondre, traiter leur communication professionnelle. Donc ça, Hey! déjà, ils sont Depuis quand même 2016? oui, oui. Donc ça, il y a quand même eu, quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. Est-ce que ça marche? Là encore, on pourrait on pourrait repartir Ouais. un épisode entier là-dessus parce que oui, ça a ouvert la discussion sur la problématique de l'hyperconnectivité. Est-ce que ça a réglé le problème à 100? Non, parce que comme on vient de le mentionner, hein, il y a une responsabilité d'entreprise. Oui, parce qu'on communique beaucoup, au travail, avec le télétravail et cetera, ça ajoute un enjeu, mais il y a une responsabilité aussi personnelle. Donc il y a comme 2 responsabilités partagées. Hem Donc ça, je dirais, c'est pour la sphère professionnelle. Je vais rajouter même que on a une culture en France qui est très, dans, l'art de vivre, se poser, ralentir, C'est manger. On aime vrai. ça, la gastronomie, donc ça ajoute, je pense aussi peut-être, une différence dans cette culture du sans repos que j'appelle, où souvent en France, on va prendre le temps quand même de, faire une pause lunch, par exemple. À Chose midi, qu'on on ne va fait pas s'arrêter. nécessairement toujours ici, tu sais? Exactement. Donc ça aussi, ça ajoute, ça on va dire que le rythme change. Après pour l'aspect, personnel, hem, je dirais que ça va dépendre vraiment des gens, des personnes. C'est sûr que, on est beaucoup dans, tout ce qui est rassemblement familial, rassemblement d'amis, beaucoup en France, donc peut-être ça va faciliter certains, échanges avec les proches qui vont faire qu'on va être un petit peu moins peut-être connectés, mais il y a quand même des c'est international, là, c'est mondial, hein, le problème d'hyperconnectivité. Absolument. Donc, il y a quand même des profils qui vont se démarquer également en France autour de cet enjeu-là des écrans. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être hem, je dirais pas une facilité, mais c'est vrai que culturellement, c'est quand même assez différent du Québec, de l'Amérique du Nord même en général, tout ce qui est rapport au travail aussi, en Mmh. France. Donc, je pense que les gens peut-être sont plus nombreux à s'autoriser à se déconnecter à certaines heures. Et ce qui est très sain, je veux dire, tu aurais été choquée, là, de me voir il y a quelques années, je dînais à mon bureau à tous les Mmh. jours. Et alors que vous, je sais pas, là, c'est, 2 heures de lunch en France que vous prenez ou je sais pas trop? C'est à peu près C'est 2 heures, oui, oui, ouais, oui, hey, entre on au est moins loin de une ça heure, tu ici, sais? là. Puis 1 heure, c'est genre: «Oh, tu as pris une courte pause». Alors qu'ici, 1 heure, c'est une très longue pause, là. Je veux dire, Oui, on s'autorise souvent à prendre seulement 30 minutes, là. oui. Ah, c'est intéressant. Puis là, on a parlé généralement de la France parce que, bon, c'est ta provenance, mais puis je te pose une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais sais-tu s'il y a un ou des pays où le bien-être numérique est peut-être davantage popularisé ou valorisé? Tu le sais-tu? Je pense que ça arrive vraiment, un petit peu partout, Ouais. en même temps. C'est sûr qu'il y a des pays qui ont légiféré autour du droit à la déconnexion, donc moi, dans ma tête, c'est des pays qui ont peut-être, été, en avance sur cette problématique de l'hyperconnectivité. Donc j'ai mentionné la France, il y a aussi le Portugal qui a légiféré, il y a plein d'autres, pays. Hem Mais c'est vrai qu'on est encore dans l'étude, en fait, de qu'est-ce qui se passe. Les données, arrivent, on va dire, au fur et à mesure autour de cet enjeu des écrans. Donc je pense qu'on grandit tous ensemble autour de cette problématique, en ce Ah moment. oui, c'est vrai, c'est Mmh. tellement vrai. Puis en tout cas, on est très chanceux, chanceux et chanceuses de t'avoir ici avec nous au Canada pour, nous partager toute cette expérience-là et ton expertise parce que c'est tellement important. Et Laurie, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui et que je ne t'ai pas posée encore? Et si oui, quelle aurait été ta réponse?
Et le programme Vivala, est-ce que tu l'as terminé? Hey, le programme Vivala, mise en contexte, qu'est-ce que c'est? Le programme Vivala, c'est un livre. En fait, je vais peut-être te laisser expliquer quel est ton livre, Oui! puis après ça, je pourrais te parler de mon expérience. Super, donc je suis l'auteure d'un livre, intitulé «Moins d'écran, plus de moments présents» qui se veut en fait être un programme d'aide à la déconnexion numérique. Donc je l'ai écrit avec, on va dire, mon passé de nomophobe. Puis j'ai collaboré aussi avec une psychologue clinicienne. C'est vraiment un accompagnement de 30 jours pour amener des réflexions, faire tout le travail d'observation pour intégrer de saines habitudes numériques, notamment autour du téléphone cellulaire. On l'a mentionné en début de podcast, qui est l'outil le plus utilisé pour naviguer sur Internet aujourd'hui. Et donc, Émilie avait lancé un défi au mois d'avril, il me Oui, semble, hein, avril, oui. avec ta communauté, donc, puisque tu avais parti donc ce programme. Donc, je voulais savoir où c'est que tu en étais. Il n'y a pas véritablement de... Moi, je dis souvent 30 jours parce que ça aide les gens à voir qu'ils ont 30 actions à faire. Mais il y a certaines personnes qui le font une semaine, une ou 15 jours. Donc, c'est vraiment en fonction du rythme. Donc, je suis curieuse de savoir où c'est que tu en es. Tellement une excellente question. En fait, pour répondre à ta question, je l'ai commencé le 1er avril et je ne l'ai pas terminé. Je l'ai comme j'ai arrêté de le faire à la mi-avril parce que on dirait que je me sens obligée de me justifier. La raison pour laquelle je ne l'ai pas complété, c'est que je suis partie avec mon coco une semaine chez mes parents et je l'ai involontairement laissé ici à mon bureau. Ce qui fait que je ne l'avais comme plus. Puis comme moi, quand j'ai une nouvelle habitude, là, surtout que c'était pas super ancré encore, le fait de l'avoir à mon bureau où je vais à tous les Mmh. jours, ben là, ça me prenait quelques minutes, je le faisais là. Donc là, j'ai comme été une semaine à pas le faire. Ça m'a complètement sorti de mon rythme. Mais par contre, j'aime ce que tu viens de rappeler. Là, tu sais, le 30 jours, oui, c'est pour donner à un moment donné une date de fin, puis un peu, il y en a qui aiment ça fonctionner une action par jour, mais on dirait que vu que je ne l'avais pas poursuivi, que je ne me permettais pas de le poursuivre parce que j'avais comme Mmh. arrêté en plein milieu, mais je pourrais dire, ben là, la 16e action, je vais la faire pendant une semaine, puis peut-être que la semaine d'après, je vais en faire 2 autres, donc tu vois, parce qu'il est encore pas loin, là, mon livre, là, il est encore pas loin, mais je vais le poursuivre, mais de cette façon-là, je trouve. Puis Mmh. en lien avec ça, qui est un livre tellement bien bâti, tellement pertinent. Puis tu sais, moi, j'aime ça, les exercices, l'introspection, et il y en a beaucoup là-dedans, fait que c'est extraordinaire. La richesse de ce livre-là est vraiment très, très, très puissante. Et on va mettre le lien d'ailleurs dans les notes du podcast, mais c'est vraiment un super bel outil. Puis de le proposer sous forme de défi, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est plus facile et puis c'est plus, je j'aime m'amuser, hein. Je suis une bonne vivante, donc je trouve que ça ajoute quelque chose d'un petit peu spécial à son temps avec le livre, donc faut faire ça dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, tellement. Puis dis-moi, Laurie, avant qu'on conclue tranquillement ensemble, toi, ben, tu te sens-tu mal quand tu es avec des gens et que tu dois prendre ton cellulaire? Puis est-ce que tu te sens mal dans le sens où, étant donné que tu prônes la déconnexion, tu te sens-tu mal si tu dois prendre ton cellulaire quand tu es avec des gens? Non, je me sens pas mal parce que j'annonce. Je vais, dire, «Ah, excuse-moi, j'ai oublié de faire telle chose». Je prends mon téléphone, puis souvent ce que je fais, c'est que je vais ou aller dans une pièce où je me tourne vers un mur pour pas me retrouver face à la personne qui me regarde en train de scroller ou Ah! de, Ouais. tu sais, de répondre à mon message. Donc souvent c'est ce que je fais, puis ça enlève de la pression beaucoup, de soit de couper quelque chose qu'on était en train de faire avec quelqu'un. Donc c'est souvent, cette façon-là que j'agis. Sinon, en amont, quand j'ai des journées comme j'ai eu hier, hem, je mentionne: «Hey, je serai pas disponible pour, le reste de la journée». Puis ça aussi, ça enlève, ce geste qu'on va avoir peut-être autour des amis de se dire: «Ah, je vais voir, tel, Oui. message ou quoi». Donc j'annonce, je suis en mode viva là. Oui, ben c'est le fun, toi, tu as ton Les expression toute amis, faite les qu'on peut s'approprier d'ailleurs, là. complètement, complètement. On avait même créé des petits, fonds d'écran pour pouvoir, soit le mettre sur son téléphone pendant les périodes de vacances ou, le partager aussi dans ses stories. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui, échangent avec leurs amis, sur les réseaux sociaux via, Messenger ou Instagram. Ouais. Puis, on avait, lancé ça, puis, je pense que c'était l'été dernier, les gens, mettaient ça en story en disant: «Je suis en mode viva la, je serai pas là pendant 24 heures». Puis, ça leur permettait en fait de se déconnecter en se disant: «Tout le monde est informé». C'est une Donc super bonne idée. Vraiment une super bonne idée.
Et quand on est en mode déconnexion, en tout cas moi de mon côté, quand je suis en mode déconnexion, je me tourne souvent vers la lecture et je sais qu'il y a un Mmh. grand nombre de mes abonnés, des membres de ma communauté qui adorent lire. Et je me demandais, toi, est-ce qu'il y a un livre, ça n'a pas besoin d'être en lien avec le numérique, là, Mmh. mais ça peut avoir un lien aussi, là, c'est comme tu veux, mais y a-tu un livre qui a changé ta vie pour le mieux? Et si oui, en quoi il a été bénéfique pour toi? Alors c'est ma question la question la plus difficile que tu me poses en ce moment. Parce que j'adore lire aussi, j'en ai lu beaucoup des livres, mais je pense que s'il y en avait vraiment un qui m'a marqué, c'est, La loi de l'attraction. Il faudrait que je te retrouve exactement comme le titre exact, enfin le nom de l'auteur, mais c'était vraiment, tout, ce pouvoir un petit peu d'intention qu'on a avec les pensées positives, l'environnement de vie qu'on se crée, qui a un gros impact dans notre vie, que ce soit notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Avec on va dire mon enfance que j'ai passé beaucoup de temps, en sport de haut niveau. J'avais une coach qui était beaucoup dans tout ce qui était visualisation positive, Oui. et ça a comme fait un lien un petit peu, je pense, avec, qu'est-ce qu'elle m'a enseigné quand j'étais plus jeune, au moment où je l'ai lu et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Je pense qu'on l'oublie des fois un petit peu quand on grandit. On a beaucoup de rêves quand on est jeune. Quand on est ado, on veut faire plein de choses, plein de projets. Puis des fois, il y a comme un moment où on rentre un petit peu dans la routine du travail, puis on oublie un petit peu qu'on peut continuer à attirer des choses. Donc, Ah c'est un oui. bel éveil. C'est tellement bien dit et sachez que nous pouvons faire aussi de la visualisation et se visualiser sans son cellulaire. S'il y en a qui font de l'anxiété par rapport à ça, j'ai envie de dire ça. Et si jamais, Laurie, on a envie d'aller plus loin dans nos connaissances en lien avec le bien-être numérique ou bien si on veut apprendre davantage sur les bienfaits de la déconnexion, c'est quoi les meilleures options pour travailler avec toi, dis-moi? Oui, alors, on est sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on fait beaucoup de sensibilisation autour de la gestion des écrans. J'ai également lancé un podcast, qui s'appelle «On parle de bien-être numérique». Donc chaque mercredi, c'est un rendez-vous que je donne, pour parler d'un thème autour de la technologie ou un thème en lien avec, on va dire l'impact de la technologie, dans une sphère, particulière. Puis si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a notre site, internet, donc vivala.ca. Vous aurez aussi, mon livre qui est dessus, puis tout ce qui est formation, conférence en entreprise et plus. On a plein de services, plein de produits pour vraiment, aider à instaurer ce bien-être numérique, dans notre vie en général. Excellent, je te remercie beaucoup et j'ai envie de compléter le tout avec une petite question pour toi. Si j'avais le pouvoir, moi, de te donner, là, comme par magie, 168 heures, soit la valeur d'une semaine complète, comment l'utiliserais-tu? Je pense que je la diviserais en 2. La première, ce serait beaucoup de temps avec, mes proches, ma famille, en nature avec les chevaux. Ouais, quelque chose de Hmm. très, instant présent, ressources, à fond. Et la deuxième, ce serait peut-être, prendre le temps d'écrire un livre sur la culture du sans-repos. C'est quelque chose Ah, que j'ai en tête depuis un petit moment, donc ce serait quelque chose quand même, rattaché à Vivala en étant quand même, j'aime beaucoup écrire, donc quelque chose qui serait aussi ouais. comme un petit bonbon, un petit loisir pour moi. Tellement. Et tu serais capable d'écrire ça en 3 jours et demi? En tout cas, l'architecture du livre, je pense que tu peux te faire comme J'adore. un squelette, ce serait pas mal ça. Ouais. Ah non, mais je te taquine, mais mon Dieu, sors-le, ce livre-là, sors-le. Nous en avons tous de besoin. La société d'aujourd'hui en a besoin. Donc, merci infiniment, Laurie, d'avoir accepté mon invitation et d'être venue discuter de bien-être numérique sur le podcast. Et au plaisir de te recevoir à nouveau. Merci beaucoup Émilie, à bientôt. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!